Bonjour, je m'appelle Pascal Nuama et je vous souhaite la bienvenue à Dialogue Fidélité. Novembre a marqué un mois record pour les fonds négociés en bourse au Canada avec près de 14 milliards en entrées nettes à travers l'industrie. Les solutions internationales continuent d'attirer plus de capital que le marché américain, mais contrairement à ce qu'on a connu au reste de l'année, ce fut les actions canadiennes qui ont mené le bal en novembre avec plus du quart des entrées nettes au total. Pour analyser ces flux de trésorerie, revenir sur les grandes tendances de 2025 et pour partager les perspectives de l'équipe quantitative de Fidélité, je suis accompagné d'Étienne Jonca-Bouchard, directeur stratégie et FNB et solutions alternatives de chez Fidélité. Donc, Étienne, merci d'être avec nous. Toujours un plaisir. Merci de me recevoir. À chaque fois qu'on a ces webinaires-là, qui sont approximativement tous les mois, en fait, on commence justement en parlant des différents flux. Comme je mentionnais, là, ça a été un mois record pour les flux en novembre. Qu'est-ce que tu observes? Généralement, il y a toujours un petit peu une portion de ça qui est en lien avec les rendements à plus court terme. Qu'est-ce qu'on a vu un peu en novembre? Ouais, non, ça a été un mois extraordinaire, tu l'as mentionné. Là. If we could put up slide one. D'ailleurs, on pourrait vous montrer un peu les chiffres que nous avaient compilés pour le dernier mois. C'est le meilleur mois de l'histoire pour l'industrie canadienne. Pour dire que ça fait comme 10 fois que je dis ça cette année. C'est arrivé en mars. Vraiment, c'était le dernier meilleur mois. C'est un peu normal. C'est comme un peu la fin de la saison des rares. Il y a beaucoup d'entrées d'actifs quand même qui arrivent dans le marché canadien. Mais quand même quelques points intéressants, je pense, pour ce mois-ci qui sont différents un peu des tendances qu'on avait observées depuis le début de l'année. Premièrement, encore une fois, tu l'as mentionné un peu dans ton intro, les actions canadiennes ont largement comme surpassé en termes d'entrée d'actifs versus les actions américaines, actions internationales, ce qui est comme la première fois qu'on voit depuis, je dirais quasiment, je veux pas dire plusieurs années parce qu'il y a peut-être des mois par-ci par-là, mais c'est quand même très très rare que ça arrive. Il y avait eu beaucoup de demandes pour les actions américaines l'année dernière, surtout à la fin de l'année. Après ça, l'histoire de cette année, c'était vraiment plus les actions internationales, donc tout ce qui est en dehors d'Amérique du Nord, incluant les marchés émergents et tout. Bien évidemment, ça c'est en lien avec une performance qui est beaucoup plus intéressante versus les années dernières. Je pense qu'il y a aussi les investisseurs ont fait une idée que c'est peut-être un début de cycle économique ou est-ce qu'il va y avoir peut-être un peu plus de croissance économique ou du moins qui ont comme passé un peu l'étape de récession fin de cycle. Peut-être pas nécessairement le cas du côté nord-américain. Fait, il y a quand même beaucoup de demandes encore de ce côté-là. Du côté canadien, je pense que c'est aussi en lien avec la volatilité qu'on a vue à la fin, au courant du mois de novembre aux États-Unis. Il y avait un peu plus d'incertitude envers la croissance des compagnies méga cap technologiques. On a vu un peu de headlines, si on veut, dans les nouvelles par rapport à de l'inquiétude envers la dépense de CAPEX par ces compagnies-là envers des data centers, de la génération d'énergie, etc. Ça s'est un peu estompé au courant des dernières semaines, puis on a commencé déjà à revoir un peu de demande. Donc, c'est comme une pause. Puis on a vu aussi pendant ce temps-là une performance relative très intéressante du marché canadien aussi. Absolument. Puis si on regarde cette année, je veux dire, c'est une excellente année si on regarde l'indice d'action canadienne, le S&P TSX composé. Ceci dit, c'est très biaisé envers quelques secteurs. 70% du rendement vient de 3 secteurs sur 11. Puis je pense que même ça a réaugmenté un peu. J'ai dit 70%, ça c'était lorsque le côté aurifère avait baissé un petit peu au courant du mois de novembre. Et maintenant, on regarde le prix de l'or, il a repris au complet. On a frappé même des nouveaux sommets cette semaine. Donc, si tu prends les matériaux, les financières et quelques compagnies du côté technologie, c'est quasiment l'entièreté du rendement du marché. Ceci dit, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'on est très différent en termes d'indices boursiers versus les États-Unis, que eux, non seulement en termes de pondération, mais en termes de qu'est-ce qui performe, services de communication, technologie, par le biais un peu d'industriel, un peu de matériaux, mais quand même, je dirais que c'est là parce qu'il y a eu les plus hautes performances. Donc, je pense qu'il y a un aspect de diversification également pour les investisseurs qui avaient détenu et qui continuent d'acheter des actions canadiennes. Sinon, on voit aussi justement dans les entrées que tu montrais là, à l'écran un petit peu plus tôt, tout ce qui est alternatif, multi-actif, c'est des choses aussi qui prennent de plus en plus de place là, par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Là. Puis dans l'alternatif, ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup les produits à levier. Puis ça, c'est quelque chose que ça existe depuis très longtemps. Il y a des gestionnaires de portefeuille qui ont eu des solutions, comme 3 fois une commodité ou 3 fois un certain secteur ou un indice boursier. Là, on voit même des titres uniques. Là, Exactement, c'est là que je voulais en venir. En août, on a eu, dans le mois de août et septembre, il y a eu plus de 70 fonds négociés en bourse qui ont été lancés, qui sont des titres avec ce qu'ils appellent du light leverage ou du levier léger, où est-ce que ça peut être 1,25 fois, 1,5 fois le rendement d'un titre qu'on est capable d'obtenir en allant emprunter puis en utilisant cet emprunt-là pour justement en acheter plus, donc avoir un peu plus d'impact sur... C'est un peu comme
c'est pas un long short ou un mandat court-long parce que on n'est pas en train de short sell le titre, on est juste littéralement en train d'emprunter du capital puis d'investir à 1,25 ou 1,5 fois la valeur, ou on le fait également en vendant des calls dans certaines fois. Donc, beaucoup de ces produits-là qu'on voit comme un titre à levier, en réalité, c'est une stratégie de covered call qu'on fait sur le titre. C'est pas nécessaire, donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va avoir 1,25 fois les rendements, mais c'est qu'on est capable d'aller chercher un peu de yield sur ces titres-là qui n'en ont peut-être pas. Si on parle, petite anecdote, puis je dirais que ces produits-là sont quand même beaucoup utilisés par le courtage direct. Ouais. C'est pas beaucoup des produits, du moins dans toutes mes conversations avec des conseillers, c'est pas quelque chose qu'on voit vraiment implanté de façon importante dans des portefeuilles. Je dirais qu'ils sont gérés de façon plus institutionnelle, de plus en plus, avec des modèles, avec de la gestion discrétionnaire, etc. Fait qu'on voit beaucoup de petits trades. C'est beaucoup des 2000 $ ici, 5000 $, mais tu regardes la totalité, on parle de 650 millions dans le mois de novembre. Quand même, c'est beaucoup d'argent quand même qui va dans ces titres-là. Puis l'anecdote où est-ce que je voulais en venir, c'est on fait affaire avec certaines plateformes qui ont des plateformes sociales où est-ce que des investisseurs de détail vont échanger sur qu'est-ce qui les intéresse. Blossom est un exemple. C'est quelque chose de vraiment cool qu'ils font, c'est une plateforme sociale plus qu'investissement. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est que le deuxième titre qui était le plus détenu du côté fonds négociés en bourse, c'est dans ces types de produits-là. Par les usagers de cette plateforme. C'est pas le S&P 500, c'est des produits à levier. Fait que quand même, c'est quelque chose de non négligeable, je pense, le plus qu'on regarde de l'avant. Ceci dit, je pense d'un côté conseiller, c'est peut-être, c'est pas nécessairement où est-ce qu'on veut aller jouer lorsqu'on fait une constitution de portefeuille. Ça peut nous exposer à des risques un peu plus importants. Puis le dernier point, si on veut, là, pour vraiment clore un peu le mois de novembre, du côté multi-actif, on parle souvent ici chez Fidélité, bien évidemment, à cause de nos FNB simplifiés, ça représente une grosse partie des entrées d'actifs dans cette catégorie-là cette année. Puis, c'est un autre plus que 1 milliard ce mois-ci. C'est comme constamment 1 milliard, 2 milliards par mois. Et c'est très, 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 très constant. Tandis que dans les actions, des fois, on voit des entrées, des sorties. À revenu fixe, on voit une rotation de durée vers des alternatives de cash, etc. Ça, c'est juste comme constamment. Comme de notre côté, FBAL, il est dans le top 10 des FNB vendus au Canada depuis le début de l'année. Ça, je pense que ces stratégies-là deviennent de plus en plus intéressantes, particulièrement pour des conseillers qui recherchent des solutions clés en main simples. Puis, parlant aussi un petit peu de ce qu'on a vu au cours du dernier mois, parmi nos FNB factoriels, un de ceux qui fait très, très bien dans les dernières années, c'est le facteur momentum. En fait, dans le marché en général, qui fait très bien. On a eu un rééquilibrage au mois de novembre de la part de nos FNB Momentum, que ce soit canadien, US ou international. Peux-tu nous parler un petit peu de comment c'est fait, la méthodologie derrière, juste pour que tout le monde soit un petit peu sur la même longueur d'onde? C'est une stratégie, évidemment, qui est comme... ça vient du côté académique il y a très longtemps. Je ne vais pas nommer trop de noms, là, mais Carhartt 4-Factor Model. Peut-être toi, tu t'en rappelles de tes études. Peut-être d'autres conseillers aussi sur l'année qui s'en rappellent. Mais bref, ce que ça dit, ces recherches-là, c'est que les choses qui vont bien ont tendance à continuer de bien faire. C'est très simplistique comme approche, mais ça l'a démontré particulièrement dans les 3 dernières années où est-ce qu'il y a eu vraiment une constance de qu'est-ce qui surperforme dans les indices. Fait en sorte que ce facteur-là a très bien fait. Puis autant, ça a commencé, je dirais, la deuxième partie de 2023. 2024, c'était le meilleur facteur. Et cette année, de loin, si on regarde dans nos portefeuilles ou juste dans nos solutions à la pièce, c'est le momentum qui généralement fait le mieux dans toutes les régions. Ceci dit, dans d'autres régions, il y a d'autres choses qui fonctionnent. Aux États-Unis, c'est quasiment uniquement le momentum qui fonctionne. Et par rapport au rééquilibrage, évidemment, vu qu'on essaie tout le temps de voir qu'est-ce qui fonctionne en ce moment et pourquoi, on rééquilibre beaucoup plus fréquemment que d'autres solutions quantitatives qu'on a, qui sont semi-annuelles. Ici, c'est trimestriel. Donc, à la fin novembre, on a un rééquilibrage. Du côté canadien, ça n'a quasiment pas changé. En réalité, qu'est-ce qui fonctionnait a continué à fonctionner. Métaux précieux, entre autres. Oui, exactement. Métaux précieux, même certaines financières ont quand même bien fait. Donc, on a une surpondération là. On a une surpondération du côté industriel également. Là, c'est des secteurs qui ont continué à quand même bien faire. Une chose qui va être intéressante à voir, je pense, c'est que si on commence à voir... puis là, c'est vraiment plus une parenthèse du côté canadien, là, mais on entend beaucoup nos gestionnaires parler du côté énergie. Quand il y a un cycle de commodité, les matériaux de base, donc si on regarde vraiment comme le cuivre, le fer, ces choses-là, si ça commence à fonctionner, c'est les matériaux précieux. Puis après ça, généralement, c'est le pétrole qui va suivre. Donc, il y a beaucoup d'autres dynamiques qui viennent à ça, mais si on regarde historiquement, c'est généralement un peu la suite naturelle des choses. Donc, on pourrait avoir peut-être un shift de ce côté-là éventuellement. Du côté américain, par exemple, il y a eu quasiment 50% du portefeuille qui a été roulé. Et c'est quand même surprenant Quand j'ai vu le chiffre initialement, j'étais comme,
Pourtant, on dirait que les choses qui ont fonctionné, on continue à bien faire. Les 7 magnifiques, par exemple, ont très bien fait. Beaucoup dans les services publics qui sont un peu liés à l'intelligence artificielle, qui vont bénéficier un peu d'une augmentation d'investissement. Beaucoup de titres qui sont un peu côté valeur traditionnellement, mais qui vont indirectement participer à ces dépenses-là qui sont faites. C'est comme si on bâtit des centres de données, tu as quand même besoin de matériaux, tu as besoin également de machinerie. Mais là, tout à coup, on a commencé à avoir vraiment une rotation vers des secteurs qui ont apprécié de façon moins importante, mais de façon plus stable. Parce que vraiment, la métrique qu'on regarde, c'est le rendement 12 mois, moins le dernier mois, parce qu'on ne veut pas quelque chose qui a juste spiké dans le dernier mois. Mais on le fait ajusté pour la vol. Fait que c'est comme un ratio Sharpe qu'on regarde. Okay. Mais le côté, tu sais, comme AI, un peu non profitable, tu sais, des compagnies de quantum computing, exemple, il n'y en a pas une tonne dans la S&P 500, mais nous, on regarde le Russell 1000. Donc, il y en a quelques-unes de ces titres-là qui ont super bien fait, mais ils ont tellement bien fait que la vol est haute. Et vice-versa, c'est quand généralement, ils ont très bien fait, mais quand on a des corrections, c'est les premiers aussi à se faire tirer vers le bas. Ouais. Donc, on a été dans des endroits qui étaient un peu moins... ce qui était moins prévu d'un côté momentum. Puis j'allais dire, tu sais, pour plusieurs, instinctivement, puis tu as touché un petit peu sur les 7 magnifiques, instinctivement, on aurait pu penser, si l'indice le FNB Momentum américain a surperformé le S&P 500, ça doit être parce que, justement, il y a plus de Mag 7, ce qui n'est pas le cas, en fait. Non, c'est pas nécessairement le cas. Puis tu regardes un peu les titres sous-jacents, tu vois on a 2 compagnies d'or qui sont dans le top 10. On a du côté industriel, je le mentionnais, c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement tout le temps les titres qu'on pense. Et c'est un peu la beauté de la chose aussi, c'est que de la façon que nous on l'approche, évidemment, on a une diversification sectorielle aussi, on a des déviations maximales, mais on a réussi à surperformer en ayant une sous-pondération à ces titres-là cette année. Et puis ça veut pas dire que ça ne veut pas changer dans le futur, pas du tout. Mais beaucoup de ces titres-là, justement, ils ont eu quand même des niveaux de volatilité très importants cette année. Puis, en même temps, quand on commence à regarder un peu en dessous du capot, peut-être que ça va m'amener dans une autre discussion, là, mais la croissance exceptionnelle qu'on a vue de ces titres-là est de moins en moins importante. Ils sont de moins en moins magnifiques. Puis ils sont quand même de plus en plus lourds dans l'indice. Ils sont de plus en plus lourds dans l'indice. Parce qu'ils ont bien fait. Ils ont été récompensés pour le travail qu'ils ont fait dans le passé, mais après ça, il faut regarder un peu en avant. Puis, autant qu'on regarde d'un côté valorisation, honnêtement, le spread, si on veut, entre le panier de 7 magnifiques versus l'indice S&P 500, le gap était rendu très, très important. Je dirais surtout à la fin 2023, début 2024. Mais dû au fait qu'ils ont tellement surperformé en termes de croissance de bénéfices, ce multiple-là, cet écart-là, c'est compressé. Était un peu plus justifiable à ce moment-là. Bien, parce qu'il y avait une anticipation de croissance vraiment plus importante. Puis juste vraiment mettre des chiffres un peu pour donner à notre audience un peu une idée. On recule il y a 1 an et demi. Il y avait une croissance de 80% de plus en moyenne de ces titres-là. C'est la croissance de bénéfices. 80% de plus que le S&P 500. En date de la fin octobre, on parlait de 17% de plus. Et l'anticipation pour l'année prochaine, c'est 10% de plus. Donc, c'est quand même 10% de plus. Oui. Ça mérite une prime. Est-ce que ça mérite une prime de 10 sur le price to earnings? Ça mérite une prime de 5, de 4? Peut-être plus, même s'il y a une réaccélération. Mais bref, tout ça pour dire, je pense qu'il y a vraiment des questions à se poser de dire... c'est difficile à voir ces titres-là devenir de plus en plus gros par rapport à beaucoup d'autres choses qui semblent fonctionner dans le marché américain en ce moment. Donc, pour nous, c'est juste c'est pas une lumière rouge warning. Ces titres-là, c'est pas des bons titres. C'est juste plus une question en termes de sélection de titres. Est-ce qu'on veut être aussi lourd que dans l'indice de référence actuellement? Puis en réalité, nos modèles quantitatifs nous suggèrent qu'on ne devrait pas l'être. Fait que pour quelqu'un, disons, qui aurait ce point de vue-là ou qui partagerait pas ton inquiétude, mais tout simplement le questionnement de savoir est-ce que ces titres-là devraient être aussi lourds ou qui veut tout simplement réduire son risque de surconcentration. Ouais. Ton équipe, toi, de ton côté, qu'est-ce que vous auriez à suggérer pour adresser ça? Il y a comme quelques façons de l'approcher. Si on veut un certain point, si on veut vraiment quelque chose exemple, on détient un FNB S&P 500 ou un FNB de Nasdaq ou quelque chose de croissance, puis on veut vraiment aller comme offsetter ce risque-là, ben c'est sûr qu'on peut aller regarder avec un produit comme style notre valeur Amérique, notre FNB valeur Amérique, qui est également disponible en fonds, donc série B, série F et en ETF. Là, on va aller vraiment chercher une allocation très différente. Là. Beaucoup des secteurs qui sont très lourds dans la S&P 500 vont être généralement sous-pondérés dans notre produit, puis on va surpondérer des choses comme justement l'énergie, comme les matériaux, les financières, des choses un peu plus cycliques. Donc,
évidemment, il faut aussi calculer que le risque, c'est que l'économie américaine va avoir une réaccélération dans les prochaines années. C'est pas nécessairement notre anticipation. Je dirais qu'on prévoit plus un environnement de fin de cycle. Donc, mais de l'autre côté, plus core. Donc, si on voudrait remplacer quelque chose de S&P 500, à place d'aller vraiment à l'opposé complet d'un équipondéré, par exemple, là, où est-ce que là, on vient complètement éliminer le risque de ces titres-là, mais en même temps, on crée plein d'autres risques. On a un biais petite cap, un biais valeur très important. On enlève aussi tout momentum qui peut être généré. Bien, ça serait notre toute action américaine où est-ce qu'on regroupe 4 facteurs. Très similaire de l'approche qu'on fait dans nos FNB simplifiés. Donc, ce produit-là, toute action américaine, est aussi disponible en série B, série F et en ETF. Le ticker, c'est FCAM. On va jamais être capable de suivre dans des périodes où est-ce que... nous, on appelle... Peut-être faire attention avec le terme que j'utilise, mais c'est pas un junk rally. Parce que c'est pas nécessairement juste de la junk qui fait mal, mais si on regarde, par exemple, le spread entre les titres de qualité qui ont des retours d'investissement à capital élevé, retours sur équité élevé, versus le titre moyen, c'est comme un des plus gros écarts de rendement, de sous-performance qu'on a vu, puis je dirais que ça retourne jusqu'à la bulle technologique. Puis on le voit cette année avec, que ce soit les gestionnaires actifs ou les stratégies qui ont un biais qualité, justement. Plus difficile, absolument, vraiment plus difficile, puis c'est un peu surprise parce que c'est un environnement généralement qui est propice à ce que ça fonctionne. Ceci dit, il y a plein de titres chers, non profitables, volatiles qui fonctionnent cette année. C'est littéralement l'inverse de 3 choses qu'on fait dans notre portefeuille, mais c'est des périodes qui sont de courte durée. Fait que c'est pour ça que je pense que si on regarde pour l'année prochaine, on est quand même très bien positionné pour bénéficier un élargissement de marché ou simplement un retour à la normalité où est-ce que les fondamentaux vont avoir une plus grande importance et non seulement des titres qui... Il y a plein de compagnies connexes qui n'ont pas rien prouvé encore, qui se font embarquer dans le hype de ce thème-là, qui vont être peut-être des perdants. Il y en a qui vont être des gagnants, mais il y en a qui vont être des perdants. Puis on observait même cette année une surperformance des titres de technologie non profitables par rapport aux titres de technologie qui, eux, sont profitables. Ça fait vraiment beaucoup penser au premier trimestre en 2021, mais même, je dirais, la première moitié de 2021, où est-ce que dans ce moment-là, c'était un peu différent. C'était un peu les meme stocks qu'on appelait, donc les AMC, puis GameStop de ce monde et autres, mais c'était vraiment un momentum qui est aussi très influencé par l'investisseur au détail. On n'a jamais vu une participation aussi importante des investisseurs qui buy the dip, comme on dit. Puis on voit de plus en plus de statistiques l'importance de ce mouvement-là, si on veut, particulièrement lorsqu'il y a des thématiques comme ça, où est-ce que c'est pas nécessairement, il n'y a pas nécessairement de recherche qui est faite. Il n'y a pas vraiment de raison pourquoi ces personnes-là achètent ce titre-là, à part qu'il a monté de 40%, puis ça continue d'accumuler. Ça fait du momentum indirect. Mais comme je dis, c'est des périodes qu'on a vues à travers l'histoire. Ça arrive typiquement après une récession. C'est ça qui est un peu différent cette année. C'est arrivé après une période très volatile qui était le côté tarif, mais après ça, c'était vraiment comme l'intelligence artificielle va drastiquement changer la façon qu'on vit. Puis ça, je dis pas que ce sera pas vrai, mais puis je pense que Mark Schmel en parle bien quand il fait ses conférences aussi. C'est un peu l'avantage que lui a d'être dans le bassin de tout ce qui est le Bay Area. Donc, avec notre approche à nous, est-ce qu'on ne joue pas dans cette arène-là? On se concentre sur des compagnies qui on voit des bons bilans, on voit des bonnes valorisations, qui ont des bonnes marges de profit. Et généralement, c'est récompensé à travers le temps. Puis quand on regarde justement aussi justement le FCAM que tu parlais, c'est pas comme si on vient complètement éliminer l'exposition au Mag 7. Elle est réduite, mais elle est quand même présente. Puis quand on regarde le top 10, il y a beaucoup de ces noms-là qu'on va retrouver quand même, sauf possiblement en plus petite pondération que ce qu'on a au S&P 500. Exact. Généralement, puis l'idée aussi, c'est avec ce produit-là, c'est de donner quelque chose de core. C'est pour ça que je disais, si on est pour donner comme option à quelqu'un de remplacer son exposition de bêta, qui est son exposition de bêta de 1 au marché américain, c'est le S&P 500, parce que pas mal tout le monde regarde ça comme l'indice de référence. Bien, à ce moment-là, on veut avoir une corrélation avec ce produit-là. Notre objectif, c'est d'en donner un petit peu plus à long terme, aller en chercher un petit peu plus à toutes les années. Il y a des années comme cette année que c'est un peu plus difficile par le simple fait qu'il y a juste le momentum qui fonctionne. Ceci dit, si on regarde en 2022, les 4 facteurs ont surperformé. Ça, c'est un environnement un peu un perfect storm pour nous, malgré que c'était une année plutôt difficile sur les marchés. Mais on va avoir un bêta comme de point... excuse-moi, pas un bêta, mais une corrélation de 0.97 avec l'indice de S&P 500. Idéalement, on capture un peu moins de baisse, mais ça veut aussi dire qu'on va avoir une capture à la hausse de 95, puis capture à la baisse de 85, 86. Fait qu'on est comme une version un peu
plus diversifié, Ouais. plus conservateur d'un S&P 500. Avec un rendement ajouté au risque assez similaire. Avec même légèrement avec un ratio supérieur. Sharpe supérieur, Ouais, dû au fait qu'on a moins. Puis, c'est vraiment, là, c'est comme un high beta trade. C'est l'inverse du low vol qu'on a vu comme trade. Donc, beaucoup de prise de risque cette année. FCM que tu mentionnais, justement, on a cette solution-là pour le marché américain. Au début du webinaire, je mentionnais comme quoi, cette année, là, les actifs du côté international ont attiré plus de capital que. On a aussi cette solution-là ou cette combinaison-là de 4 facteurs pour l'international. Oui, ben, puis l'international, on en a parlé beaucoup au courant de l'année, simplement dû au fait également, c'est ça que les conseillers nous parlent. Ils recherchent des options de ce côté-là. Je veux avoir une allocation, mais les options sont généralement, ben, je vais avec un indice qui est géré de façon passive, donc un indice MSCI EAEO, IFI en anglais, ou on va avec un gestionnaire actif qui peut avoir un biais de style ou peut avoir un biais de valeur, qualité, croissance, dividende, etc., dans la façon qu'il gère les portefeuilles. Puis il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas tant de gestionnaires actifs qui ont démontré vraiment, je pense, à long terme de surperformer cet indice de référence-là. C'est un marché qui est Avec très inefficient. constance. Avec constance, exactement. Avec constance. Puis c'est un indice qui est beaucoup moins concentré, qui est beaucoup plus grand que la S&P 500. Fait que, on compare souvent un avec l'autre, mais pour nous, c'est vraiment une opportunité d'implanter une stratégie quantitative qui fonctionne encore mieux à l'international par le fait qu'on est capable d'aller se différencier plus d'un indice. Ils ont baissé beaucoup en mars, mais ils ont récupéré encore plus. Mais il y a plein d'autres choses qui fonctionnent là-bas qui se tombent dans le côté valeur. Nos deux facteurs qui sont comme ligne nez à nez, si on veut, en termes de rendement cette année, c'est le FCIV, FCIM, c'est donc notre valeur internationale, momentum international. Donc, tu n'as pas juste une chose qui contribue au rendement comme aux États-Unis, ce qui fait en sorte que le résultat total est vraiment intéressant. Donc, oui, ça serait ma solution préférée par le simple fait qu'on ne prend pas de call, puis on a une très bonne constance à travers le temps de surperformance. Parlant de justement ces combinaisons-là de facteurs, chez Fidélité, un peu le pain puis le beurre de la division FNB, c'est nos portefeuilles de FNB simplifiés qui ont justement la portion internationale, canadienne, américaine, qui sont les mêmes combinaisons des 4 facteurs. Je t'amène ailleurs, par contre, dans les dernières années, une des choses qui a fait discuter beaucoup de nos portefeuilles de FNB simplifiés, c'est la pondération, aussi petite soit-elle, de crypto-monnaies, de Bitcoin, qui a été un positif dans les dernières années. Ouais. Cette année, on a un portrait un petit peu différent. Comment tu vois les portefeuilles se comporter malgré cette allocation-là ou en général quand on regarde l'attribution des portefeuilles? Absolument. Ben, puis même peut-être juste un pas de recul pour ceux peut-être qui ne sont pas familiers avec les FNB simplifiés. C'est vraiment nos solutions. Ça a pris comme 5 ans à se rendre à. C'est même plus que ça. Là. Ça fait 7 ans maintenant qu'on lance des fonds négociés en bourse chez Fidélité. L'idée, c'était de lancer assez de composantes ou assez d'outils pour construire vraiment une solution clé en main complètement diversifiée en termes de géographie, de capitalisation boursière, de style, de classe d'actifs, dont une classe d'actifs que tu viens de mentionner, qui est la crypto-monnaie, qui est également inclue. Et l'idée, vraiment, c'est de dire il y a plein de solutions qui existent actuellement dans la gamme de produits de portefeuille de fonds négociés en bourse, mais ils font toutes la même chose environ. Mm-hmm. Donc, avec notre approche un peu plus axée sur la gestion quantitative et même voire active, parce qu'on a quand même aussi des mandats de gestion active dans le portefeuille, on veut vous donner la possibilité d'ajouter, de générer du alpha à long terme. Et c'est ce qu'on a fait chaque année calendrier depuis qu'on les a lancés en 2021. Évidemment, on a eu des années très différentes à travers ces 4 années-là. Et cette année en est une quand même aussi assez différente. Parce qu'on a vraiment une concentration de quelques facteurs font très, très bien et quelques facteurs font très, très mal. Donc, côté faible vol, par exemple, personne voulait de la défense cette année. On voit des fois des petits reculs, un peu de demande, mais ça a tendance à être très passager. Fait que c'est sûr, d'un côté rendement, attribution totale, le momentum est de loin le numéro 1, puis c'est autant du côté canadien, US, qu'international. Le côté valeur canadien, valeur internationale font très bien également. Donc, des bons contributeurs. Du côté revenu fixe également, on a des bonnes contributions parce qu'on a des pondérations. On a une surpondération légère d'un côté corpo versus gouvernemental versus nos compétiteurs. Et malgré qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes en début d'année, les écarts de crédit se sont pas mal rétrécis jusqu'au point où est-ce qu'on est largement en bas de la moyenne historique. Donc, quelque chose peut-être qu'on est en train de repositionner un petit peu dans les portefeuilles. Et dernièrement, le point de crypto, sans l'éviter évidemment, parce que c'était ta question. L'allocation dans nos portefeuilles va être entre 0, je dirais jusqu'à 3%, dépendamment du profil de risque du FNB simplifié que vous regardez. Ça a été depuis la création, là, ça a contribué à environ 35% de notre alpha
qu'on a généré. Pas 35% du rendement total, Ouais. mais 35% du alpha qu'on est allé chercher versus nos compétiteurs. Donc, il y a quand même beaucoup d'autres choses dans le portefeuille qui ont contribué. Et évidemment, cette année, c'est un détracteur, mais détracteur léger. Parce que c'est pas le crypto, malgré qu'il a baissé de comme 30% depuis le 6 octobre, un peu moins maintenant parce qu'il a récupéré un tout petit peu, il avait été en hausse de façon importante dans le début de l'année. Fait que si on regarde l'année en totalité, c'est pas un impact très important. Et qu'est-ce que je dirais pour souligner un peu aux gens parce qu'on a reçu beaucoup des questions des conseillers qui en détiennent de hey, le Bitcoin est à la baisse, comment que ça impacte la performance? Quand on a pris la décision d'inclure le Bitcoin dans nos portefeuilles, c'était en réflexion que nos actions, comme que j'ai décrit il y a quelques minutes par rapport à nos actions, notre mandat d'action américaine ou actions internationales qui sont à l'intérieur de CFNB Simfia, sont moins volatiles que leur indice. Donc, si on ajoute le Bitcoin, en réalité, ça fait juste ramener notre profil de risque Plus proche plus proche que nos compétiteurs. Puis même encore avec l'ajout, on est encore plus bas. Simplement injecter de la volatilité dans le portefeuille avec ça, ou de moins de façon démesurée Ouais. par rapport à ce que les indices ont offert. C'est un peu contre-intuitif, mais comme c'est quasiment une bonne chose quand le Bitcoin est en baisse pour nos portefeuilles. Puis comme je dis, c'est vraiment contre-intuitif, mais c'est parce que le reste de notre portefeuille, c'est là la période où est-ce qu'il fonctionne le mieux. Et c'est pour ça qu'on l'ajoute, c'est pour que quand on a des périodes justement de avril jusqu'à comme novembre, ben on est capable de suivre un peu plus à la hausse nos compétitions, avoir plus de concentration dans des titres de croissance qui vont avoir un niveau de risque un peu plus élevé. C'est comme un hedge contre des marchés qui partent à la hausse versus, comme donc, je vais arrêter ça là. On dirait que je suis en train de ramble, là, mais c'est un peu ça l'idée. Fait que, les périodes où ça baisse, 2022, la dernière petite période de volatilité, c'est comme dans nos meilleures périodes d'alpha versus nos compétiteurs. Donc, un peu rassurer les gens que c'est pas parce que ça baisse que le portefeuille va mal faire. Donc, les portefeuilles FNB simplifiés encore dans les top suggestions. Puis, je pense qu'il y a aussi, on peut, comme on a discuté, les solutions, toute action internationale, toute action américaine, surtout du côté des États-Unis, tu parlais pour les gens qui veulent peut-être diversifier un petit peu plus le risque par rapport à la concentration. Donc, merci beaucoup, Étienne, d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à vous d'avoir été avec nous sur la ligne. Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Dialogue Fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Dialogue Fidélité sur la plateforme de balado-diffusion de votre choix. Et si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles. Pour plus de renseignements sur les web-émissions en direct à venir, veuillez consulter fidélité.ca. N'oubliez pas de suivre Fidélité Canada sur LinkedIn, YouTube et Instagram et de vous abonner au Dialogue Fidélité sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Nous conclurons la balado-diffusion d'aujourd'hui par une note légale. Les opinions exprimées dans cette balado-diffusion sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidélité Investissement Canada SRI ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidélité n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnés. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!